Salut à tous et bienvenue dans Long Live le débrief, le podcast de la longévité vous retrouve une semaine sur deux pour reprendre les propos de l'expert qui a été interviewé la semaine précédente. J'ai été rejointe par David Ordono, international famous, qui est donc journaliste, producteur de podcast et aussi spécialiste de gastronomie. Et c'est pour ça que ça va être hyper intéressant de discuter avec toi du débrief de l'interview du professeur Boris Ancel, qui est donc endocrino-nutritionniste, grand spécialiste de l'obésité et du surpoids. Il consulte à Bichat. Il a aussi une chaîne YouTube qui est hyper intéressante. Je vous invite vraiment à aller regarder. Et donc, on a parlé alimentation, poids, maigrir, régime. Et tu m'as dit que c'était ton épisode préféré. Ouais, j'ai adoré cet épisode. Au sortir de l'épisode, je me suis dit, c'est super. C'est des thématiques, moi, qui me passionnent. Pour un truc tout bête que vous n'avez pas dit, mais que vous avez dit en fait tout du long et qu'on va répéter pour démarrer ce débrief. C'est que l'alimentation, c'est notre premier médicament. Et on ne le dit pas assez, le sport est évidemment et on le dit tout le temps ici, une donnée centrale dans le fait de bien vivre et de bien vieillir forcément. Mais l'alimentation, c'est le premier pilier de notre santé. C'est mal se nourrir, c'est la certitude d'être en mauvaise santé. Et c'est fou parce que il y a quelques jours, dans une vidéo Instagram du docteur Tchaïkovski, qui est déjà venu sur ce podcast, qui est médecin du sport, elle disait, voilà, avec des critiques qu'elle faisait sur ses études de médecine, elle disait « J'ai fait même pas 10 heures de nutrition pendant toutes ses études de médecine. » Elle est médecin du sport et de rééducation. Et elle n'a eu aucune notion de nutrition dans ses études de médecine, alors que, notamment dans le sport et dans les blessures, le fait de bien manger joue un rôle énorme. Sans dire de bêtises, je crois que l'alimentation est votre premier médicament, c'est Hippocrate. Oui, alors je sais pas si c'est vrai, mais voilà, il y avait quelque chose de... C'est une formule qui est en tout cas, basique, évidente. Absolument. Et c'est vrai que finalement, on n'a pas du tout parlé de ça. On a vraiment plutôt parlé de mais vous n'avez fait que parler de ça, finalement. C'est ça qui est intéressant. Et moi, c'est ce que je trouve très chouette dans cet épisode. Si j'ai pris des notes, j'en ai plein. Mais tu vois, on n'a pas du tout parlé de, finalement, qualité nutritionnelle presque des aliments, même si on en a parlé un tout petit peu. Et finalement, on a quand même parlé vraiment d'excédent calorique. Mais moi, ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est que vous avez surtout parlé d'attitude et de la manière dont on regarde, dont on ne se regarde pas assez. Manger, la manière dont on regarde la nourriture et tout, et je trouve que c'est une clé. Je rentre dans mes notes et on se refait tout le match. Vas-y. Vous avez entamé l'épisode par parler des discours d'experts. C'est vrai qu'on est à une époque, et c'est pas nouveau, où il y a énormément d'injonctions, mais où, évidemment, via la multiplication des canaux, des réseaux, Instagram, évidemment les livres, mais Internet aussi, on entend beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'injonctions. Et donc, il y a une forme de brouillard, parce qu'on entend énormément de discours, vous l'avez dit. En fait, le problème, c'est que, et c'est ce qu'il nous expliquait, il y a des études scientifiques, on communique, on en fait quelque chose, parfois d'une étude, hop, tout de suite, on veut donner une forme de synthèse. Là-dessus, les médias viennent par-dessus, essayer de resynthétiser le truc, et donc parfois, ça dévie un petit peu le sens, et en plus, on entend venu de partout en fait. Moi je l'analyse Je t'ai pas hyper clair. De plusieurs façons, mais c'est que déjà il y a cette espèce d'envie pressante tout le temps d'avoir la méthode miracle, absolument, voilà, j'ai enfin découvert le truc, faut manger que du poisson, ou bien faut arrêter de manger la viande, donc voilà, il y a un peu cette envie tout le temps. La course à la recette magique. La course, voilà, à la potion miracle. Qui n'existe pas. Absolument, et surtout la course à la nouveauté aussi, que moi je ressens énormément, par exemple dans mon travail de coach sportif. Les gens veulent toujours le truc nouveau, le parfait mouvement ou l'entraînement qui va finalement résoudre un peu tous les problèmes, ne pas se blesser, être super gaulé, mais que ce soit pas trop dur. En fait, non mais c'est vrai. Et finalement, il y a un peu ces effets de mode comme ça. On veut trouver le truc parfait. Il y a eu la méthode du CrossFit, après le Pilate absolu, machin. Et finalement, il y a rien de parfait et d'absolu, c'est toujours un peu une composante et cette course toujours à la nouveauté, alors que finalement, dans l'alimentation, tout ce qui est nouveau, vaut mieux éviter en fait. Il faut plutôt revenir aux choses les plus anciennes, parce que finalement, on a parlé de quoi ? De manger moins le soir, donc voilà, la soupe du soir. On a parlé de manger, cuisiner maison, tout ce qui est finalement le plus nouveau n'est pas vraiment à prendre en recommandé. Considération. C'est intéressant justement puisqu'on se parle d'informations et de ce qu'on reçoit. Il y a un vrai paradoxe moi, que j'ai noté et que vous avez souligné.
Il a noté et il nous a appris qu'il y avait une différence, dont on se doute, hein, entre les gens informés et les gens non informés. Et c'est vrai que c'est là où on retrouve un nivellement via des catégories socio-professionnelles. Évidemment, ceux qui ont plus accès à l'information et sont mieux informés que les autres s'en tirent un petit peu mieux, de manière générale, d'un point de vue de la santé et évidemment aussi d'un point de vue de l'alimentation. Mais, et comme tu viens de le dire, en fait, on n'a pas besoin d'avoir 1000 infos pour bien se comporter avec l'alimentation qui n'est en fait régie que par des règles assez simples. Oui, tout à fait. Mais ça, dans les règles assez simples, c'est voilà, fruits et légumes à volonté, manger fait maison, le moins transformé possible, ça c'est clair. Mais après, il y a aussi beaucoup d'aspects culturels. Et j'en veux pour exemple, alors c'est que tous ces concepts d'obésité, de surpoids sont très étudiés aux États-Unis parce qu'il y a un énorme problème. Et puis voilà, ils arrivent aussi mieux à catégoriser les populations parce qu'aux États-Unis, par exemple, on a le droit de parler des Noirs américains ou des Hispaniques. En Europe, en France, c'est pas possible. On ne catégorise pas les populations. Donc, par exemple, aux États-Unis, les plutôt noirs américains, eux, ont des cultures aussi qui viennent de l'esclavage. Hein, donc, c'est pas forcément génial. Enfin, tu vois, c'est juste des vieilles cultures où ils ont plus l'habitude de manger les parties moins nobles, entre guillemets, de la viande, plus grasses, plus... voilà, quelles qu'en soient les origines, il y a des habitudes qui sont différentes. Donc, il y a aussi ces cultures, parfois, qui peuvent... un peu empêcher, ou par exemple, tu vois, dans les Nord-Africains, beaucoup de jus, beaucoup de thé très sucré, enfin voilà, qui font culturellement que, voilà, on a aussi une augmentation calorique. Des morphologies parfois différentes selon d'où l'on vient ou où l'on vit forcément. Mais c'est vrai que en termes d'éducation, en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que tout le monde en sait trop. Finalement, on n'a pas besoin de savoir tout ce qu'on sait et finalement de revenir aux bases de comment mangeaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'est beaucoup plus intéressant et de revenir aussi à ces sensations de faim, de satiété pour se rendre compte aussi de ce qu'on mange. Et c'est vrai que l'alimentation ultra transformée, qui peut paraître parfois moins chère sur le moment à acheter, elle nous coupe parfois de nos sensations de faim et de satiété parce que c'est des aliments qu'on peut manger en grande quantité, avec énormément de calories d'un coup, sans se rendre compte de ce qu'on ingère. On va parler justement, puisque vous allez venir là-dessus forcément, et vous êtes venu là-dessus dans cet épisode sur la prise de conscience. Vous avez parlé des raisons de l'obésité, parce que c'est vrai que quand les gens, et c'est un truc... Quand on les regarde, les gens qui sont en surpoids ou quand les gens en surpoids s'expriment, on a tous eu ce truc-là. Ce grand débat de se dire oui, ben on ne peut pas souligner cet état puisque peut-être que c'est le fait d'une maladie, peut-être que si, peut-être que là. Les gens qui en sont eux-mêmes, j'allais dire victimes, pas forcément, mais qui souffrent d'un surpoids, vont aussi donner des raisons toutes différentes. Et lui, il dit tout est vrai. Mais en gros, il y a quand même 4 piliers. Le trouble de la perception. Les problèmes de conduite alimentaire, les problèmes de conduite alimentaire, c'est oh là, j'aime bien bouffer parce que ça me réconforte ou je me fais un petit goûter un peu. Voilà, c'est quand on met une charge émotionnelle. Ou bien je m'interdis de manger des gâteaux pendant 5 jours et après j'en mange 4 paquets parce que j'ai tellement restreint. Ça, c'est quand on a un rapport émotionnel à la nourriture. La difficulté de mettre en place aussi des routines un peu disciplinées, pas facile. De la même manière que s'astreindre à aller au sport régulièrement, régulé d'un point de vue de l'alimentation, pas évident. Et enfin, un appétit trop élevé. Et alors moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est le trouble de la perception et qui est un peu lié aussi à l'appétit trop élevé. Les gens, et vous l'avez dit, ne se rendent pas compte, et je me mets dedans, on ne se rend pas compte de ce qu'on mange. Non, mais c'est sûr. On se rend pas compte. Déjà, avant de savoir si c'est trop ou pas, on ne se rend pas compte. Si on doit évaluer ce qu'on mange et le nombre de calories, c'est très compliqué. En gros, tout le monde est en dessous, quoi. Tout le monde pense qu'il mange moins que ce qu'il mange vraiment en termes de calories ingérées. Et tu vois, par exemple, c'est marrant parce que dans le métier du sport, la majorité des gens pensent qu'ils dépensent plus de calories qu'ils en ont dépensé pour de vrai. C'est ce que j'allais dire. Non mais en fait, il y a vraiment une mauvaise foi parce que c'est ce que j'allais dire, tu l'as souligné aussi. C'est pas une question de mauvaise foi, c'est juste que c'est comme ça, on se croit Dieu et on l'est pas. Quand on fait un petit effort, on a l'impression qu'on en a fait beaucoup plus que ce qu'on a fait et quand on mange, on se dit oh, j'ai quand même pas trop mangé alors qu'en fait, on a mangé plus que ce qu'on a perçu. Ouais. C'est un vrai problème de ça. Et in fine, gros souci, c'est ce que vous avez dit, c'est le déni. Et là, il y va sans filtre. On a pas mal de travaux scientifiques qui ont montré qu'on a toutes et tous, une sous-estimation des apports caloriques. Je ne veux pas que les gens comptent les calories. Le comptage des calories, dans la majorité des cas, on le fait pendant un temps
Et là, ça augmente la charge mentale. J'avais été vraiment surprise, moi, dans son livre de lire ça. C'est assez ferme, la question du déni. Bon, voilà, après, c'est un spécialiste, il s'y connaît, il travaille avec des diététiciens, des nutritionnistes. On ne prend pas de poids sans calories. Oui, c'est sûr. Et en fait, c'est vrai que ça fait mal d'ouvrir les yeux. Et tu vois, je le prends pour moi. Parce que moi, clairement, là, le mois de janvier, je le sais. Mais je suis un peu dans le déni parce que je sais que j'ai pas très bien mangé là ce mois de janvier. J'étais un peu en mood assez basse. On a mangé des frites. Enfin voilà. Trop bien. Oui, très bien. Mais bon, voilà, je suis pas dans le déni, mais quand même un petit peu, tu vois, en me disant non, c'est pas si grave et tout. Alors que si, je vois très bien, dès que je prends 1 ou 2 kilos, moi personnellement, j'ai du mal enfin, je cours moins bien, je me sens moins bien, j'ai plus mal au dos. Donc voilà, il y a cette question du déni, on est tous concernés. Et je pense que c'est bien peut-être d'en rire aussi. Tu vois, de désacraliser un peu les calories, machin, et un peu d'en rire. Et de se dire, voilà, de toute façon, on est tous dans le déni. Sinon, ça nous fout soit dans le déni, soit dans la... Voilà. Soit on est trop fiers. Donc, il faut arrêter en disant, j'ai couru 30 minutes, je peux manger un pain au chocolat. Non, en fait, il faut arrêter tout ça. Tout ça, c'est encore du déni ou du cacher la poussière sous le tapis. On mange tous trop. Ouais. Voilà, on mange tous trop. Et si on grossit, c'est parce qu'on apporte de la calorie. Ouais. Point, il n'y a pas 1000. Et même on si n'est pas c'est gros des calories à de manger des lentilles. glaçons, c'est ça Ouais, c'est ça. Et aussi dire, bon, bien sûr, il y a la qualité nutritionnelle qui est très importante, mais malgré tout, manger des calories de chips ou des calories de lentilles, si on en mange trop, c'est trop, dans les deux cas, tu vois. Et il explique aussi que les différences métaboliques, et ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est un truc, je sais plus comment on appelle ça, mais moi par exemple, ma mère elle a toujours dit, ah mais toi comme t'es nerveux, tu brûles ta graisse. Je dis non, c'est bullshit. Il n'y a pas de différence métabolique entre les uns et les autres, ou alors elles sont infimes. Et c'est pas ça qui explique les gens en surpoids et les gens qui soient plus maigrelet ou. Et toi, qu'est-ce que t'en penses du coup? Parce que donc toi, t'as un rapport à l'alimentation quand même qui est assez particulier, vu que tu fais du podcast culinaire, t'interviews les plus grands chefs qui travaillent l'alimentation. Donc, malgré tout, le fait que tu fasses énormément de resto gastro, Il est fité, le garçon. T'es fité. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, finalement, de tout ça? Parce que t'as pas vraiment cette culture de la calorie. Alors, moi, je vais au resto en moyenne, 3 fois par semaine. Juste le restaurant. Ouais. Mais j'ai un rapport hyper conscient avec la nourriture. C'est-à-dire que et on va en venir justement à ce que vous avez dit après, qui pour moi est une clé, je prends vraiment conscience de ce que j'ingère. Ça va du moment où je suis dans un supermarché, à la sélection du produit, à ce que je vais choisir dans un menu. Je ne peux pas... je ne mangerai pas excessivement une semaine d'affilée. Si je mange excessivement, et je suis un apôtre de l'excès, j'adore bien manger... j'essaie l'alcool de réduire, voire carrément d'arrêter, mais en tout cas sur la nourriture j'y arrive pas. J'adore ça, s'il y a un bon repas je vais pas me priver. En revanche, je suis capable de ne pas manger le soir et de manger peu le lendemain, de rééquilibrer les choses. Ça va recouper plein de choses qu'on va dire après, mais moi je choisis des produits qui sont sains dans mon supermarché. J'utilise Yuka comme un malade. Moi aussi. Comme un malade. Et alors tous les gens qui me disent, petite parenthèse sur Yuka, ils disent mais tu scannes tous tes trucs, mais en fait non. Alors oui. Sauf qu'au bout d'un moment, en l'occurrence, voilà, si t'es au marché, tu fais ton marché. Si t'es au supermarché, et en l'occurrence, j'ai peu de choses au supermarché, mais voilà, une fois que t'as utilisé ton Yuka pour ça, tu sais quels sont les yaourts qui sont mieux que d'autres et tout ça, donc t'as plus besoin de le refaire. Voilà, t'as tes habitudes. Mais moi, je ne mets rien dans mon caddie qui ne soit pas validé d'un point de vue des additifs et de l'équilibre. Après, les choses trop sucrées, trop grasses, on le sait. Quand on achète des biscuits ou des machins, on sait que c'est plus gras, plus sucré. Oui, non, mais c'est vrai qu'aussi, on est plus tenté. Mais déjà, les additifs, tout ça, voilà, ça déjà, hyper gaffe. Pareil au restaurant, si c'est trop chargé, le soir, un bouillon, c'est trop con à faire un bouillon. Hein. C'est trop con. Hein. C'est de la flotte, des tonnes de légumes, voilà, terminé. Et c'est trop bon. Trop con et trop bon. Trop con à faire, trop bon à manger. Donc le soir, bouillon. Et moi, voilà, je pense qu'à récupérer de la conscience, c'est hyper important. Et c'est ce que vous avez dit après. Et c'est un tip qu'il a donné, que j'ai trouvé ça hyper bien, et que je fais, et que j'adore faire, c'est manger seul. Ouais, mais ça, tu vois, moi, je vois pas comment est-ce que je peux manger seul. Mais moi, ça m'arrive très souvent de manger seul. Mais t'as des enfants, comment tu fais? Mais la journée, tes enfants, ils sont à l'école. Donc déjà, Oui, moi, c'est vrai qu'il y a peut-être 1 ou 2 déjeuners dans la semaine où je mange seul. D'accord, c'est vrai. Déjà, ils existent. Mais après, souvent, voilà, je travaille, j'ai des déjeuners de travail. Ouais. Mais il faut prendre ces temps-là. Et lui, son tips, c'est de dire manger seul.
permet déjà de prendre un peu conscience de ce qu'on a dans l'assiette. Mais ça, j'en suis persuadée, moi, vraiment. Et de notre comportement. Si j'étais beaucoup plus seule, déjà, je serais plus mince, c'est sûr, parce que vraiment... J'accuse pas les aussi. Autres de me faire personne te fait manger. En quoi. De toute façon, je me trouve pas grosse, mais voilà, je mange beaucoup plus parce que je suis en société avec les enfants, la famille, les amis. Ça crée des contextes, de la sollicitation. C'est sympa, ils veulent des crêpes, on en fait. Après, c'est la galette des rois, on en remange, ils ont envie parce qu'ils n'ont toujours pas eu la fève, et c'est sympa, et on le fait maison, et il y a les biscuits le dimanche. Enfin, c'est sympa, tu vois, mais c'est vrai que ça fait manger quand même... plus, parce que voilà, t'étais pas seul. On mange beaucoup pour les autres. Voilà, et quand t'es seul, aussi tu prends conscience. Et moi, c'est pour ça que j'adore ces thématiques de l'alimentation et de la gastronomie. C'est parce qu'en fait, ça t'oblige à prendre conscience. Regardez votre assiette, vous allez penser à la nature, vous allez penser à l'environnement, vous allez penser aux personnes qui l'ont produite, vous allez penser à ces produits-là, à d'où ils viennent, à ce qu'ils vous font. C'est le prisme d'une prise de conscience générale, l'assiette et la gastronomie. Tu te sens pas obligé aussi, comme tu es parfois devant les autres, de finir ton assiette, tu vois, un peu sous forme de politesse ou quoi. Si tu es tout seul, tu n'as plus faim, tu as plus faim. Et puis surtout, tu te sers à ta mesure. Donc voilà, c'est surtout ça. Mais voilà, moi, ce que j'aime dans cette idée-là, c'est que c'est une manière de prendre conscience. Et effectivement, on ne prend pas conscience quand on est diverti. On ne prend pas conscience quand tu es au milieu de 15 personnes. On ne prend pas conscience quand tu es là. Allez, bah Lucille, tu reprendras. Bon, allez, d'accord, parce qu'il y a 10 personnes autour. Voilà, là, il n'y a pas de prise de conscience. La solitude permet de prendre conscience. Et c'est vrai sur pas mal de terrains. Ah ouais, je suis d'accord. Et bon, et pourtant, il y a une crise de la solitude. Donc, il faut mélanger un peu les deux. Moi, je le découvre et je trouve que c'est une arme absolue. Ouais, je suis d'accord. Absolue. Pour tout. Ne pas vivre en solitude, parce qu'on est des êtres et on a besoin de contact. Mais alors, les parenthèses de solitude sont régénérantes sur tous les terrains. Parenthèse refermée. Vous avez parlé de la corpulence et du fait et ça lie aussi l'histoire de la prise de conscience. Il y a un truc qui est important, c'est de connaître sa corpulence. Et vous avez insisté sur le fait que ça ne se résume pas à l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, intéressant pour les dépistages. Mais vous avez parlé de 3 choses. Donc l'IMC, le tour de taille, vous avez parlé du tour de taille, et la tension artérielle. Et le fait de faire une prise de sang. En gros, ces 4 indicateurs permettent de savoir où t'en es. Cette question pour moi elle était importante parce que finalement le poids c'est un cofacteur de plein d'autres facteurs de santé, parce qu'il y a aussi l'alcool, il y a aussi la cigarette, il y a aussi plein de données qui rentrent en compte dans un prisme de santé, un spectre de santé pour un individu. C'est pas juste le poids, en fait. Sûr. Non, mais là, sur la corpulence, voilà, il y a 4 trucs à prendre en compte. Voilà. Tout à fait. L'IMC, le tour de taille, la tension artérielle, et évidemment, après, tous les facteurs qu'on peut faire dans une prise de sang classique, le glycémie, donc, cholestérol. Bien sûr qu'on peut avoir un IMC plus haut que 25, mais c'est vrai que si t'as pas de tension artérielle, si tu fais du sport régulièrement, si t'as pas de triglycérides, cholestérol, outre mesure et tout, t'es en bonne santé. Ouais, donc voilà, c'était quand même bien pour moi aussi de parler de ça. Et je trouve que voilà, avec tous les athlètes olympiques qu'on a pu voir pendant l'été dernier, on a bien vu que tous les corps alors toi t'as dit ça, c'est marrant parce que alors moi j'ai pas regardé les Jeux Olympiques. Parce qu'en plus il y a d'ailleurs une joueuse de rugby qui était américaine qui maintenant joue pour une équipe britannique qui avait parlé du fait que ce soit une athlète olympique et voilà, elle a un corps, elle est très corpulente, c'est une femme, elle met des robes, elle a une poitrine, des épaules très développées, des bras, parce que c'est une rugby player et j'ai trouvé ça quand même intéressant. J'avais vraiment envie de parler de ça, notamment pour les nageuses aussi, les nageurs. Enfin, il y a tous les corps qui existent en fait. Donc c'était bien de le dire. Et c'est intéressant sur un truc comme ça quand on se parle de l'alimentation parce que l'image est la première représentation qu'on se fait des choses et de la santé d'un être en fait. Effectivement, des grands, des gros, des maigres, c'est le facteur, il est pas là. Donc voilà, il faut toujours rentrer un peu plus précisément dans les choses. On était vraiment dans le médical et je trouvais que c'était intéressant, on n'était pas du tout dans l'apparence. Mais c'est hyper important justement parce que l'apparence ne dit rien finalement. Et vous avez quand même dit des choses hyper importantes et ça tu le dis souvent mais il faut le répéter, je trouve ça hyper important. Le sport ne fait pas maigrir. Ouais. Non mais putain, c'est une idée ça qui est mauvaise à tout point de vue. Ça peut créer de la déception. Parce qu'on a été abreuvé par 30 minutes de running égale un pain au chocolat, enfin tu vois ce genre de truc. Une chocolatine. Oui voilà, on l'avait beaucoup vu ça dans les années 90-2000. Après souvent quand on dit il faut perdre du poids, on te dit faut te mettre au sport. Ça aide parce que ça augmente un petit peu la dépense calorique, mais de toute façon le sport donne faim.
Le sport donne faim. Et encore une fois, on a tous l'impression qu'on dépense 800 calories, alors qu'en fait, non, tu n'as même pas 200 calories de ton petit jog de 30 minutes. C'est quand même vrai. Ah ouais, quand tu es sur un vélo, tu vois, tu te dis, moi, chaque fois que je fais du vélo, du cardio, du machin, je suis là, tout bon. Ouais, finalement, voilà, c'est 200 calories. C'est pas ça qui va te faire faire. Donc, le sport ne fait pas maigrir, c'est pas pour ça qu'il faut. Qu'il faut l'envisager. Voilà. Non, c'est pas pour ça qu'il faut l'envisager, mais il faut en faire pour plein d'autres raisons. Et voilà, mais c'est pas le truc de je vais faire du sport, je vais maigrir. Bullshit. Ouais, et ça colle encore vachement à la peau. Vous avez parlé, effectivement, et ça c'est un vrai sujet, des enfants. Des enfants en surpoids. Et là encore, on s'est parlé de comportement. Parce que l'alimentation, c'est une histoire de comportement. Et c'est ça que vous avez finalement pas cessé de dire. Et c'est hyper important. Ouais. Vous avez dit, en fait, pour que ça fonctionne, pas d'injonction, pas de je vais te mettre au régime, pas de choses comme ça. Commencez par soi. Pas stigmatiser l'enfant. On ne pointe pas du doigt, on lui dit pas tu devrais ou tu manges trop ou t'es trop gros. Non, commencez par soi. Si je veux que mon enfant se comporte bien, dans ce point de vue-là, et c'est vrai pour tous les autres terrains, tout à fait. Et faut que soi-même, on montre le job en fait, qu'on fasse le job. Ouais, je suis d'accord, ça marche pour tout. Ça marche aussi pour le sport, mais aussi pour lire. Enfin voilà, si vous voulez que vos enfants lisent, lisez. Parce qu'en fait, si vous êtes tout le temps sur la télé ou le smartphone et que votre enfant ne lit pas, lisez vous aussi, montrez-leur que vous lisez des livres le week-end ou le soir avant de dormir et que vous n'êtes pas là sur les écrans à scroller à l'infini. Donc c'est la même chose pour l'alimentation. Et moi, c'est vrai que j'ai été personnellement touchée parce que j'ai une histoire familiale où j'avais une de mes frères et sœurs qui était en situation de léger surpoids pendant l'enfance. Et en fait, nous, on a vraiment vécu la stigmatisation de cet enfant qui était différent, qui mangeait différent de nous. Que cet enfant-là n'avait pas le droit aux mêmes choses. Au sein de la famille, au sein de la même famille. Je l'ai vécu, ça a été très difficile. Et, ça va être compliqué pour la personne qui est soumise à ça, quoi. Oui, mais aussi pour les autres, aussi dans l'entourage. Tu vois, je pense que c'est des moments difficiles à vivre. On n'a pas envie d'être différent, on a envie d'être gentil avec. Il y a des mots qui sont échangés d'enfants qui ne sont pas forcément idéales. Donc non, c'est vrai qu'il faut vraiment beaucoup se calmer. Et moi, j'ai bien aimé qu'ils nous parlent de ces centres d'obésité et de surpoids que je ne connaissais pas. CSO, centre spécialisé dans l'obésité. Il y en a dans chaque région et les gens peuvent amener leurs enfants ou y aller eux-mêmes. Et je pense que à un moment donné, c'est comme quand ton enfant il se casse le bras, tu vas voir l'expert des bras et des os pour le réparer. Là, il y a un problème cassé dans peut-être le comportement alimentaire. Tu vas voir des experts et tu vas faire confiance à ce qu'on te dit et pas inventer n'importe quoi de machin, du youtubeur qui dit ci, qui dit ça. Parce que moi, je connais maintenant dans mes membres de communauté des femmes qui, dès l'enfance, à 8 ans, ont été mises au Slim Fast. Véridique, des mamans qui achetaient des Slim Fast pour les gamines de 8 ans pour direct les mettre comme ça dans le régime, avec mes connaissances, bien sûr, même si c'était pas partie d'une mauvaise intention. Bien sûr. Mais voilà, il faut aller voir des experts et pas faire n'importe quoi parce qu'en réalité, c'est là qu'on plonge le doigt dans l'engrenage. Et j'ai bien aimé ce truc de on n'est pas là pour surligner. En revanche, il faut montrer. J'ai écouté un podcast la semaine dernière qui n'a rien à voir, où un ancien président s'exprimait et il parlait de ses enfants et il disait moi je suis pour la monstration et pas la démonstration. La démonstration c'est quand t'expliques, la monstration c'est quand tu montres. Tu veux que tes enfants lisent, lis. Exactement. Lis. Si tes enfants te voient lire, ils liront. Et voilà. Exactement. Et moi je me souviens sur l'alimentation quand j'étais enfant, mon père qui est médecin et qui est l'incarnation du bon sens. Il va pas te dire qu'il y a des recettes magiques, mais il dit c'est des trucs, c'est basique. Il m'a toujours dit, par exemple au goûter, il me dit si t'as faim, tu prends du pain et du jambon. Voilà, tu vas pas bouffer un paquet de biscuits en fait. Il n'y avait pas de gâteau. Il n'a jamais acheté un paquet de gâteau. Moi-même, je n'en achète pas. Voilà. Quand t'as soif, tu bois de l'eau. Pareil, vous l'avez dit sur les boissons sucrées. T'as soif, il y a de l'eau. Et d'ailleurs, sur les boissons sucrées, on a parlé des sodas, mais les jus de fruits sont à la même enseigne. Donc, jus d'orange, jus de pomme, jus de raisin, jus multifruits. Il parle de catastrophe. C'est des catastrophes parce qu'en fait, là, pour le coup, c'est du déni absolu. C'est-à-dire que tu bois, tu as l'impression que c'est de l'eau, mais par contre, tu prends 300 calories par verre. Et 300 calories, c'est énorme dans une journée où tu dois n'en avoir que 2000. Moi, mes enfants consomment un max de jus de pomme et c'est une cata. Ah non, il faut vraiment éviter. Il faut diminuer progressivement. Au début, diluer le jus de pomme dans un peu d'eau si au début, ils veulent rien d'autre. Et progressivement, mettre de moins en moins de jus de pomme, de plus en plus d'eau. Et après, arrêter cette habituation au goût sucré dans ce qu'on boit. Non, vraiment, les boissons, les jus, c'est terrible, terrible.
Moi, ce que j'ai bien aimé, et il va le dire mieux que nous, c'est le rapport à l'équilibre, qui finalement est une notion qui n'a pas été si abordée à juste titre. L'équilibre, il se construit sur la semaine, voire sur le mois. Bon, donc la réalité du terrain, la vérité, c'est qu'on personne d'entre nous mange équilibré 7 jours sur 7. Oui, et d'ailleurs, dans son livre, donc Manger l'esprit léger, il parle très peu d'équilibre, il parle très peu de faut manger ci, ça, ça. Il donne parfois des petites recettes, par exemple, si pendant 2 jours, vous avez mangé n'importe quoi, type voilà, barbecue, saucisse, rosé, raclette, machin, qu'est-ce qu'on mange pendant 2 jours qui suivent? Voilà, il donne vraiment des indications. Mais sinon, l'idée, c'est qu'on se détende. Et que l'équilibre est plutôt fait à la semaine, voire même au mois. Ouais, c'est ça ce qu'il dit. Et moi, je trouve, par exemple, pour les femmes, notamment avec les montées d'hormones et tout ça, je trouve que l'équilibre au mois est beaucoup plus intéressant même que l'équilibre à la semaine. Parce que la semaine d'après tes règles, tu as assez peu faim. La semaine avant tes règles, tu as beaucoup plus faim. Et donc, il faut aussi voir un peu se peser, peut-être 1 ou 2 fois dans le mois, mais pas non plus tout le temps, et gérer ça sur 30 jours. Quoi. Mais c'est surtout l'attitude, moi, que je trouve intéressant. C'est la charge mentale. Et il le dit, c'est ce qu'il vient de dire. Faire ça 7 jours sur 7. Regarder son assiette 7 jours sur 7, c'est comme quand tu essaies de prendre une habitude qui est contre ta volonté ou d'arrêter un truc qui était compliqué. C'est une pression énorme en fait. Alors que si tu te dis, bon, mais hey, je dézoome et je me regarde à la semaine ou au mois, déjà tu vas te sentir un petit peu plus léger. Et moi je reviens d'ailleurs sur la notion de protéines notamment, qui est très en vogue en ce moment, notamment avec le sport, où on n'arrête pas de dire qu'il faut manger 1 à 2 grammes de protéines par jour. Mais c'est impossible de manger 2 grammes de protéines par jour. 2 grammes, ça Alors 2 grammes beaucoup, par ça kilo. Donc par exemple, moi je fais 68 kilos. Ah oui. Il faudrait que je mange 135 grammes de protéines par jour. C'est impossible. C'est quoi? Ça représente manger un tout demi-steak à chaque fois. Ah non, un demi-steak. Un steak, c'est 23 grammes de protéines. Ah ouais. Eh oui. Donc 130 grammes, ça voudrait dire qu'il faut que tu manges 4 steaks par jour. Exactement. Donc c'est impossible. Et surtout, encore une fois, l'équilibre de protéines, il peut être fait à la semaine, voire même au mois. Donc, c'est-à-dire que oui, un jour, tu vas manger beaucoup plus, parce que tu as des repas avec, je sais pas, tu fais raclette, machin, donc il y a beaucoup de protéines d'un coup. Et puis 2 jours après, tu vas en avoir moins. Et ton corps s'est parfaitement géré un fort afflux, soit de protéines ou de minéraux ou de graisses. Et 2-3 jours plus tard, beaucoup moins. Il faut arrêter de penser qu'on est des machines comme ça à la journée. Non, pas du tout. On peut tout à fait gérer des excès, des restrictions. Et il faut se détendre énormément vis-à-vis de l'équilibre. Il se fait, moi, je pense, beaucoup plus même au mois qu'à la semaine. Ah ouais. Mais moi, j'ai bien aimé dans cet épisode que vous remettiez le doigt sur des choses comme ça, un peu essentielles, à la fois déculpabilisantes, mais aussi à des savoirs basiques et évidents. Et j'en conclus avec la fin de mes notes, et d'ailleurs vous avez terminé l'épisode là-dessus, puisqu'évidemment il s'agissait de donner aussi parfois des clés, parce qu'on se parle de longévité là tout du long en fait, comment vieillir en bonne santé, c'est toujours la même chose, et puis c'est le principe de ce podcast. Et c'est manger moins. Mais ouais, c'est manger moins. Voilà, c'est ça. Si vous voulez vieillir en bonne santé, mangez moins. La restriction calorique. Il n'y a que ça de vrai en fait. Ouais, après c'est pas du tout à la mode, c'est très difficile d'en parler. Dès qu'on en parle, on tombe dans les injonctions, la restriction cognitive. Donc il y a vraiment, c'est une fine ligne entre le trouble du comportement alimentaire, l'alimentation intuitive. Il ne faut pas dire aux gens ce qu'il faut faire. En revanche, c'est une vérité observée et scientifique que, en fait, si on veut vieillir en bonne santé, la direction. La meilleure des choses, c'est de manger moins et on mange trop. Et ça, c'est vrai. En revanche, il y a des modes, et vous en avez parlé, comme le jeûne intermittent, dont on sait qu'il produit des effets positifs, mais dont on n'est pas certain que dans la globalité ce soit quelque chose de positif. En revanche, moi ce que j'ai aimé, et c'est un tips que tout le monde peut adopter et qui moi me vient assez naturellement et que j'aime beaucoup, c'est qu'on mange tôt. Si on mange tôt, de manière générale, et de la même manière que se lever tôt, je pense que c'est bon pour la santé, que ça fait du bien, qu'on attaque mieux sa journée. Prendre ses repas assez tôt, dîner assez tôt, ça permet notamment de faire un jeûne plus long. C'est-à-dire que si on dîne à 19h, 20h, et ben finalement on ne va pas manger de 20h30 je dirais, 21h peut-être, jusqu'à 6h du matin. Et là tout de suite tu crées 10 heures de jeûne quotidien. Et ça c'est pas mal en fait. Oui mais tu vois ça demande malgré tout quand même une discipline, une force mentale. C'est un mode de vie. Oui, mais un mode de vie, c'est une discipline. Mais si, parce que c'est-à-dire que en gros, tu manges à 19h, 19h30, et après... C'est quoi le souci là ? Bah attends, mais le nombre de gens qui grignotent toute la soirée.
Mais ça, mais en permanence, oui, tout le monde grignote toute la soirée. Avant de dîner, les gens dînent, on dîne tous. Oui, mais après manger, devant la télé, les glaces, biscuits, les chocolats. Mais attends, mais ça, c'est le quotidien de tout le monde. De tout le monde. Et en fait, ça demande une discipline où, voilà, à partir du moment où on a fini de dîner, on a fini de dîner et on arrête de manger. Et ça, c'est hyper compliqué pour beaucoup, beaucoup de gens. Ça demande vraiment de se mettre en mode, voilà, ça, c'est ma vie. C'est moi qui décide. Je l'ai décidé, je vis comme ça. Et c'est... Encore une fois, pas de déni. On se pèse peut-être 1 ou 2 fois par mois. On prend les choses en face, en fait. Regardez les choses en face. Moi, c'est un peu le message que je retiens finalement. C'est vrai, se regarder. C'est regarder les choses vraiment et ne pas se faire l'autruche, quoi, si tu veux. Donc, oui, on regarde combien on mange, on regarde combien on fait de sport, on se pèse. Moi, je pense qu'on n'en a pas parlé, mais dans son livre, il en parle du nombre de pesées. Moi, je me pèse, tu vois, je me pèse 2 fois par mois. Pour savoir, ceci dit, c'est pas bête. Voilà, où j'en suis. Sans faire un truc. Encore une fois, pour pas fermer les yeux, pas être dans le déni. Et surtout, pas avoir trop à rattraper après si ça a déconné et que tu as pris 2 kilos en 1 mois. Ok. Hyper intéressant. Ouais. Bon, faut se regarder un peu plus. Merci, c'était trop bien, j'ai adoré cet épisode. Oui, c'était intéressant. Il y a plein de trucs à prendre pour soi, parce qu'en fait, le truc juste, c'est que ça peut paraître restrictif, rébarbatif, et on peut se dire, ah, ils sont gentils, mais ça fait chier. Moi, au contraire, je me dis, mais c'est génial, c'est des clés qu'on peut tous prendre au quotidien. Mais en plus, l'alimentation, c'est quelque chose qu'on croise 3 fois par jour. Donc, voire 5. Ouais. Oui. Eh oui, parce que parfois on mange plus. Petit goûter, machin truc et tout ça. Donc c'est un terrain sur lequel on peut agir hyper facilement, plein de fois par jour. J'adore ça. Et moi, en conclusion, je voulais parler quand même de gouvernement, de régulation, parce que on a quand même, même si c'est pas parfait, en Europe et en France, on a quand même un petit peu de régulation. On a quand même ce Nutri-Score qui n'est pas parfait. On a des applications comme Yuka qui peuvent énormément nous aider. On a quand même des guidelines, des règles. Manger, bouger, PNNS, tout ce que vous voulez, mais on a quand même... Elles sont pas mal, ces règles, finalement, gouvernementales. On a quand même ces pyramides de l'alimentation. On a des experts qui vont voir quand même les agences gouvernementales et on a quand même une chance en France d'avoir ces règles et on peut quand même faire confiance. Quand on ne sait plus à quel sein se vouer, finalement, tu retournes sur le site mangerbouger.fr, tu vois ce qui est conseillé et finalement, c'est manger assez peu, manger très équilibré, le moins transformé possible, c'est QFD. Ouais. Il n'y a pas 1000 règles à avoir en tête. Non, cool. Mais malheureusement, en fait, le souci, finalement, c'est le mental. C'est toutes les injonctions, c'est le stress, c'est la comparaison aux autres, et c'est trop d'informations. Donc, en fait, il faut aussi se couper et revenir aux basiques, quoi. On est des animaux et on doit manger simplement. Ok. Ben, on va manger, là, non ? On va manger, on a ultra faim, là. Il est 13h45. Merci. Merci à toi, David. Merci à vous d'avoir regardé ce débrief. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous arrivez à manger moins ? C'est difficile et c'est tellement difficile que maintenant des médicaments ont vu le jour et réussissent à faire manger moins des populations entières. Et voilà, c'est la nouvelle poule aux œufs d'or de l'économie internationale. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément à ce que vous voyez plus mes vidéos, ces interviews, ce podcast. Et mettez des commentaires aussi. Mettez des commentaires, voilà, exactement. On aime vous lire. Si vous avez des suggestions d'intervenants ou voilà des idées de sujets que vous voudriez voir traités dans ce podcast sur la longévité. À très bientôt, salut!